en France. Du coup, nos questions. Vous avez déjà lu quelques questions du coup. J'ai tout lu, tout ce qu'on m'a envoyé, j'ai tout lu. J'ai essayé un peu de faire quelques petites notes, mais après voilà, j'ai un peu voyagé. Oui, bah, comme vous. Et dirigez-moi si vous voyez. Dirigez-moi plutôt si vous voyez qu'il y a quelque chose que vous voulez plus, que j'en mets plus de lumière à cet aspect-là, ou l'inverse, qu'on parlera plus d'un côté-ci. Ok, c'est vous qui voyez. Bah, si vous aussi vous avez quelque chose à dire, de toute façon c'est votre avis ici qui compte. Du coup, s'il y a quelque chose que vous voulez rajouter ou quoi, bah vous. J'ai 26 ans, moi j'ai des problèmes avec des mots, donc. Ok, dis-toi, voilà. Du coup, la Biélorussie est décrite comme une dictature aujourd'hui en Europe, et les dictatures sont connues pour la restriction de la vie quotidienne de son peuple, surtout, principalement. Est-ce que vous, pendant votre vie là-bas, vos 17 ans là-bas, vous avez ressenti ces restrictions de liberté d'expression? C'est ça qui est bien, parce que moi, quand je suis partie de Biélorussie à 17 ans, donc jusqu'à de mes 0 à mes 17 ans, j'avais l'impression de ne rien ressentir. J'étais très bien, j'étais couverte par ma maman. Mes parents sont divorcés, donc ouais, j'étais couverte plus par ma maman ou par ma grand-mère. J'avais pas eu vraiment j'avais pas la touche à ces aspects politiques. Je connaissais pas, je participais pas au vote. Mon quotidien est assuré par des gens plus grands que moi, donc ça va. Et au niveau politique, jusqu'à présent, je reste assez apolitique à ce niveau-là. J'ai mon propre avis, voilà, mais ça reste jamais tranché, j'écoute toujours de plusieurs côtés et tout. Et j'avais pas envie d'en participer. J'essaie de le penser, je me dis, ce qu'il y avait vraiment quelque chose qui m'a plus touchée, c'était quand on avait les élections en 2010. J'avais 15 ans. Et le jour après les élections, je me souviens à l'école, il y avait plein de gens qui discutaient de ça. Enfin, les camarades de classe, ils avaient déjà 15 ans, mais c'était plutôt des camarades de classe qui, eux, ils avaient des parents qui touchaient un peu plus, pas la politique, mais qui avaient par exemple des postes un peu plus concernés. Il y avait une fille dont maman était comptable dans une entreprise nationale. Donc oui, ça allait toucher un peu. Et papa qui travaillait à la douane, un autre dont le père était apparemment dans les services militaires. Donc eux, entre eux, bien sûr, ils ont pu discuter que déjà à l'époque, en 2010, les élections étaient faussées. Ils disaient c'est pas possible que cette personne-là qui est au pouvoir a réellement 80x%, je sais plus ce qu'elle avait marqué, mais bon, plus de 80%, c'est pas possible. On connaît plusieurs personnes qui ont voté contre lui, qui ont voté pour d'autres, nanana. Donc ça faisait déjà, il y avait apparemment, si je me souviens bien, maintenant ça fait 12 ans, qu'il y avait déjà certaines manifestations, il y avait des gens qui sortaient dans les rues, nanana, mais on n'avait pas plus d'infos que ça. Parce qu'à l'époque, en 2010, c'est vrai qu'Internet était encore un peu moins développé en tout cas en Biélorussie. Ça a commencé déjà, mais il n'y a pas encore tout ce qu'on a maintenant, Telegram, WhatsApp et tout ça. Donc on n'avait pas accès à tous ces médias-là à côté des médias nationaux. Mais les médias nationaux, il n'y a pas cette info-là. Pour les médias nationaux, tout va bien, les élections sont passées, voilà, le nouveau ancien président est réélu, voilà, on ne parle pas des manifestants qui sont sortis, surtout à Minsk, parce que moi je ne viens pas de la capitale, je viens d'une petite ville, c'est peut-être aussi pour ça. Je viens d'une ville qui se trouve à côté de la frontière polonaise et lituanienne. Donc on avait un peu plus délaissé à la partie de l'Ouest, et peut-être c'est pour ça que ça nous concernait d'un côté un peu plus, parce qu'en plus on avait l'influence d'une partie européenne. Il y avait beaucoup de gens qui déjà visitaient la Pologne, donc on voyait ce qui se passe là-bas. On voyait qu'il ne se peut-être pas quelque chose qui est normal en Biélorussie, au niveau vraiment du niveau politique. Mais on n'était pas non plus à la capitale, parce que c'est encore chez nous, c'est un peu pas les mêmes distances. On a quand même 350 km qui nous disent de la capitale. C'est pas comme en Belgique ou Bruxelles à 160 km, où tu peux aller en une heure en voiture à pied. Pour participer à la manifestation nationale, c'était pas possible. Donc, on entendait juste par des bruits de couloir qu'il y avait effectivement des manifestations, des gens qui n'étaient pas contents. Il y avait entre guillemets, après des représailles politiques par la suite. Donc, c'était déjà en 2010. Sauf que je dis, c'était des bruits de couloir. Il n'y avait pas ça dans les médias, qu'on ne connaissait pas du tout, pas ça à la télé, pas du tout ça dans les journaux. Donc, j'ai entendu ça, oui, ça a été déjà en 2010. Ok. Est-ce que j'ai vraiment prêté grande attention à ça? J'avais 15 ans. Opinion politique néant absente. Non. Voilà. Je sais que ça existait, entre guillemets. Et après, voilà, maintenant, j'en prends conscience. Quand on va dire, j'ai, entre guillemets, pas vécu, mais quand j'ai entendu ce qui se passe en 2020.
Mais il y a 12 ans, pas du tout, quoi. Mais du coup, vous pensez que le manque d'internet, ça, de réseau que vous avez eu, c'était aussi peut-être contrôlé par l'État ou pas? Quand vous dites que c'était moins développé À qu'ici, que l'époque, moins d'informations reliées. vraiment, donc on a en fait les élections, si je me souviens, sont bons, c'est soit tous les 4 ans, soit tous les 5 ans. Donc je me souviens, il y avait des élections en 2006 où ma maman était celle qui était dans les commissions, là on devait compter les votes et tout ça. Et elle encore à l'époque, elle a bien pris parce que c'était quelque chose, c'était une petite mission, ça a été payant. Donc elle recevait un peu d'argent pour rester de 8h jusqu'à 19h, parfois samedi et dimanche, pour compter des votes et tout ça. Elle acceptait ça et encore à l'époque elle disait ouais, on peut encore voter pour notre président. Alors qu'en 2010, est-ce qu'elle est déjà... Non, je pense qu'elle est déjà partie en Belgique, donc elle était déjà en Belgique, elle ne connaissait pas du tout trop. Et pour nous, c'est pas vraiment parce que, j'espère en tout cas, peut-être que je ne suis pas... J'ai pas un avis très propre dessus, que c'était plus le développement informatique qui n'était pas encore très répandu au pays. C'est pas la politique qui a décidé de couper Internet, non. On est un peu moins en avance qu'en Europe au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux et tout ça. Donc, je dirais que moi je dirais que c'est pas la politique qui a coupé les médias. Mais enfin, tout ce qui concerne les médias nationaux, ça c'est le quatrième pouvoir. Si on parle vraiment de la télé, des journaux, de tout ce qui vient vraiment et même maintenant, de tout ce qui est les réseaux sociaux, mais proprement biélorusses, enfin, tout ce qui est les réseaux sociaux aussi pour la télé ou pour les journaux, ça reste absolument sous l'influence de l'État à 100%. Ouais. C'est ça, Donc, liberté d'expression et de pensée, on oublie. Oui, du coup, vous voyez, il y a beaucoup de propagande dans les médias, c'est bien la télé que dans les journaux, c'est 100%. Okay. C'est même pas la propagande. Enfin, on ne considère pas ça comme une propagande. On ne peut pas la considérer comme une propagande à partir du moment où on n'a pas de comparaison avec. Donc, si on n'a pas de comparaison, si on n'a pas une deuxième partie de la Lune, le revers de la médaille, tu ne peux pas voir si c'est la propagande. Pour toi, c'est normal. On te donne une nouvelle. Voilà, en Biélorussie, cela se passe comme ça. Tu dis, ok, en Biélorussie, cela se passe comme ça. Tu l'acceptes, cette information. Tu ne dis pas que c'est une propagande pour nana. Après, bien sûr qu'en fait, la propagande, tu vois un peu plus, par exemple, pendant les fêtes nationales, entre guillemets, pendant le 9 mai, c'est la fête, le jour de la victoire, pendant des journées un peu plus festifs pour le pays, bien sûr que tu vois, parce que partout il y a des drapeaux, partout on dit, oh, Biélorussie, c'est un grand pays, machin, ça, pas du tout. Donc là, tu te rends compte, c'est peut-être un tout petit peu trop, quoi. Mais quand tu n'as pas de comparaison avec quelque chose qui se passe réellement, que c'est vraiment, en fait, c'est l'opposé de ce que tu vois, tu te dis, c'est pas une propagande, c'est la réalité du terrain. Est-ce que c'est vraiment la réalité du terrain? Non, non, non. C'est comme je dis, on ne se déplace pas à 350 km jusqu'à la capitale pour voir réellement sur le terrain comment ça se passe. Donc on ne le voit pas. Maintenant, en 2020, quand il y avait vraiment des gros problèmes après les élections, là, heureusement, on avait maintenant tous les réseaux sociaux qui, eux, en 2020, étaient réellement coupés par des partis politiques et quand ils ont coupé Internet pour ne pas que les gens aient accès à tout ça. Là, effectivement, on voyait très bien que, en fait, tout ce qu'on nous donne dans les médias, c'est pas du tout la vérité, quoi. Il faut voir de l'autre côté, il faut aller chercher l'information, il faut voir réellement. Et là, beaucoup de gens se sont rendus compte que c'est de la propagande. Bah, c'est vrai que j'ai eu des vents de ça. Et du coup, vous avez dans votre ville, vous avez seulement des échos de ministères. Il n'y avait pas vraiment d'action dans vos villes. Du coup, au début, il n'y avait pas d'action. Donc juste après, par exemple, quand les élections, c'était le 9 août, juste après, je crois, parce que le soir même, les gens sont sortis dans les rues, et je crois que dans ma ville natale, il n'y avait pas encore ça. Mais après, des mois, enfin, petit à petit après, c'est devenu, donc il y avait quand même des marches, il y avait beaucoup de participants et tout ça. Mais juste le jour même, je n'ai pas de grands souvenirs. On voyait vraiment plus de nouvelles qui venaient de la capitale, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui sont sortis. Mais puis, ils ont essayé de faire des marches. Là, c'était beaucoup plus au niveau national. Là, il y avait toutes les villes, il n'y a pas que des grandes villes, mais aussi des petites villes qui sont réunies. Et où ça a commencé vraiment à faire le gros speech. Allez, on essaye de s'opposer à tout ça. Et est-ce que vous avez eu des vents ou vu même de la violence utilisée contre ces manifestants, l'utilisation de la force envers ces manifestants? Là, c'est dans les médias qui ne sont pas nationaux, bien sûr, on les a vu. C'est des gens qui ont été battus, qui sont partis en prison alors qu'ils n'ont réellement rien fait. Oui, j'en ai moi-même des connaissances, des amis de la famille qui, dans ma ville natale, ont, entre guillemets, on a appelé ça la course.
En fait, c'était des jeunes qui, voilà, ils se promenaient un peu dans le but tout à fait allez, paisible. Ils ont vu la police, ils ont fait marche arrière, retour, ils ont vu les militaires, ils ont dit on court, enfin c'est deux garçons, on court, on court. Ils ont commencé à courir. Donc les gens faisaient le mois d'août, le mois de septembre, c'est en 2020, c'était vraiment, on appelait ça, les jeunes appelaient ça les mois de course, quoi. Tu voyais, tu pouvais sortir, prendre l'air pour une promenade, tu pouvais être hop, se retrouver en prison. Et personne ne savait où t'es. Sans même être Sans montré même quelconque participer à opposition. quelque chose. Tout ce qui est montrer l'opposition, c'est très sympathique. Très sympathique, oui, mais bien sûr. Tous les opposants ont décidé de porter un bracelet blanc pour montrer leur absence d'accord sur les élections et les conclusions des élections de 2020. Et tous les gens du coup avec le bracelet, un bracelet blanc, tu t'habilles en blanc, une petite touche de rouge, sans vraiment se rendre compte. Ça en était, les gens, on les habille, on était en blanc, c'est commun, on va dire. T'as une petite touche de rouge. Ah ben ouais, non, tu ressembles à un drapeau blanc, rouge, blanc, c'est le drapeau d'opposant. Allez, on va te. Non. Tu ne marches pas avec. Oubliez de marcher avec des drapeaux, des manifestations. Beaucoup de gens qui ont participé. Il y avait des marches très visibles. Il y avait des marches qui s'appelaient des marches des mères, par exemple, les marches des mamans, les marches des femmes. Surtout des femmes, on disait avant qu'on va laisser participer des femmes parce que les femmes sont. Allez, peut-être c'est moins possible qu'on attrape les femmes pour les mettre en prison. Pas du tout. Pas du tout, la police a eu l'ordre d'attraper tout le monde. Et s'il y avait, après des marches, voilà, c'est comme des milliers de personnes qui ont participé, donc c'était impossible de mettre des milliers de personnes dans des prisons. Donc ils ont essayé de choper ceux qu'ils ont cru, entre guillemets, ceux qu'ils ont pensé de mettre. Alors vous, on vous pense, vous êtes les dirigeants de marche, on va vous amener de là-bas. Donc une fois que tu mets quelque chose qui leur semble, entre guillemets, provoquant ou des signes de manifestation, prison, on va juste te reprendre, on va te ressortir après, peut-être pas. Donc il y a des gens qui sont partis disparus, on ne sait pas encore où ils sont. Jusqu'à aujourd'hui? À mes dernières nouvelles, oui, je crois. Il y avait encore donc c'est entre guillemets, oui. En tout cas, ce que j'ai entendu, c'est vrai. J'ai une meilleure amie qui est restée en Biélorussie qui disait je n'ai jamais autant pleuré de ma vie parce qu'elle participait à des marches dans ma ville natale, des marches des femmes, des marches des mères, des marches des jeunes filles. Il disait, et en plus, comme il faisait chaud en août, il y avait des gens, en fait, il y a ceux qui participent à cette démonstration-là, à cette manifestation-là, mais il y a aussi ceux qui participaient, entre guillemets, d'une manière à aider à ces manifestations d'exister. Donc les gens qui venaient apporter des bouteilles d'eau, les gens qui venaient apporter des fleurs, des glaces, voilà, pour que les manifestants restent, par exemple, parce qu'ils faisaient des couloirs sur les allées principales de la ville, pour montrer leur soutien, rester avec des drapeaux. Et il y avait des gens vraiment qui n'étaient pas dans les allées, mais qui étaient là pour apporter de l'aide vraiment physique, pour aider des gens et un peu moral, pour aider des gens à rester, essayer de s'opposer à ça, quoi. Et du coup, avec tout le monde qui avait envie, comme vous l'expliquez, il y avait beaucoup de monde, des milliers de personnes. Du coup, c'était un peu flagrant que ces élections étaient truquées parce que ces personnes-là ne représentaient pas seulement 20% de la population pour vous aussi. Bien sûr, c'était beaucoup plus. C'est même pas 20%. Je ne sais plus quel chiffre ils ont donné. C'était 80%, je pense. 80%. Ce n'est pas du tout 20%. Là. Déjà, si je dis à la capitale, s'il y en avait la plus grande ressemblance, je pense que c'était à son anniversaire, le 30 août. Il y avait déjà plus de 400 milliers de personnes. C'est que pour la capitale. La capitale compte pour sa population 1005, 1006. Donc on a déjà un quart de la population. Voilà, un huitième de la population qui était là, qui est sortie. Et ça, c'est des gens juste qui sont sortis. Il y a des gens qui étaient juste à la maison un peu par peur de sortir. Mais tout ça il y avait des gens qui se déplaçaient réellement dans la capitale pour participer à ces marches, pour que ce soit visible. Et ça, c'est que dans la capitale. Dans toutes les autres villes, il y avait aussi des mêmes manifestations qui ont été organisées. On n'appelait vraiment pas ça des manifestations, on appelait ça des marches. Entre guillemets, les marches de liberté, les marches de la paix, voilà. Parce que les gens essayaient de marcher, on disait on sort pour se promener, on sort pour faire une promenade, on sort pour faire une sorte de marche.
Et voilà, non, il y avait, oui, 20%. Je connais mes parents qui ont voté, pour qui ont voté. Et là, par exemple, moi, j'étais déjà en Belgique, donc normalement, je devais voter. Mais pour ça, je devais me déplacer à Bruxelles. Et vu que mes parents étaient en Biélorussie à ce moment-là, exactement pour voter. Donc moi, je ne me suis pas déplacée. J'ai déplacé jusqu'à Bruxelles pour aller voter, pour retourner. Je trouve ça un peu... L'ambassade ne se trouve pas au centre de Bruxelles, donc il fallait faire un chemin. J'étais là, il faisait chaud. Je restais à la maison, dimanche, paisible et tout ça. Mais il y avait un exit poll à la sortie du consulat de l'ambassade de Biélorussie. Donc il y avait une femme de Biélorusse qui s'est portée volontaire pour compter des voix des gens qui sortaient et qui lui disaient pour qui ils ont voté. Et parmi, il y avait, je pense, 400 personnes plus ou moins qui ont voté. Il y avait 399 qui ont voté contre la personne qui est au pouvoir et une personne qui a voté pour. En tout cas, ce que madame a ressemblé comme les données. Et c'était correct parce que les gens étaient absolument transparents de ce qu'ils disaient. Et puis quand on sort les résultats de vote, on nous dit que c'était 72% qui ont voté contre et il y avait quand même 28% qui étaient pour le dictateur au pouvoir. J'en disais non, c'est pas possible. Et c'était partout, dans tout ce qui est il n'y a pas qu'en Biélorussie, mais dans tout ce qui est d'autres pays étrangers où il y avait des consulats à l'ambassade, où les élections ont eu lieu. C'était partout comme ça, il n'y avait personne qui votait pour, il y avait toutes les personnes qui ont réfléchi ont voté contre le pouvoir existant. Et par contre, les chiffres qu'on nous donnait officiellement, après, je comprends très bien pourquoi. J'ai vu notre consul, il était là, je suis dans l'impossibilité de donner d'autres chiffres. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Oui. Et vous pensez, pardon, après tu vas parler. Hein. Non, est-ce que vous pensez que les résultats sont différents à l'intérieur et à l'extérieur de la Biélorussie? Est-ce que les gens à l'intérieur, ils ont quand même cette vision biaisée de la politique actuelle ou qui sont vraiment... Est-ce qu'il y a des personnes qui sont vraiment pour là-dedans, plus de personnes qui sont quand même... Alors, parmi les personnes qui sont pour, on va compter plutôt la génération assez ancienne, par exemple ma grand-mère, alors que même elle a voté contre. Les générations, oui, enfin, ils sont pas pour. Ils disent qu'ils sont pour, mais il y en a beaucoup qui disent pour, juste pour qu'on les laisse tranquilles. Ils ont voté ou, par exemple, pour ceux dont les familles étaient, par exemple, en danger. Ou pour ceux qui sont au travail au niveau national, mais pas au niveau national, par exemple, comme ici on a des CPS, des entrepôts, donc des gens dans les services publics, plutôt dans les sphères du service public, entre guillemets, on les obligés, voilà, ils ont quand même insisté pour qui on vote, pour montrer. Une amie de ma maman qui était là, elle nous a dit, mais je me vois dans l'obligation de voter pour la personne au pouvoir. Et on a dit, mais non, le pouvoir, normalement, c'est quelque chose, c'est un acte de liberté. Tu t'exprimes ta liberté et tu dois voter pour qui tu souhaites voter. Ah non, 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 parce qu'on a insisté au travail pour qui on vote. Donc voilà, donc on avait la génération un peu plus ancienne qui a encore peut-être... En fait, la génération ancienne, pourquoi elle a voté peut-être... Il y en a ceux qui n'ont pas voté, mais ceux qui ont voté quand même, pas tout le monde, mais la plupart, ils votent un peu pour la sûreté. Ils ont peur d'un changement, ils ont peur de nouveau. Ils disent, on a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vient, parce que ça fait quand même des années qu'il est là. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui vient, on ne sait pas combien d'argent on va encore nous prendre. Donc, tant qu'on est encore plus ou moins dans une situation stable, on a notre pension, on a envie de tenir à ça. Donc, il y en a beaucoup de pensionnaires quand même. C'est un peu, Biélorussie, c'est un pays où il y a beaucoup de gens à l'âge assez avancé. Mais c'est pour ça qu'ils ont voté, pour la sûreté, entre guillemets. Et les gens un peu plus jeunes, par exemple, ma grand-mère a voté, elle a fait un autre avis parce que ses enfants se trouvent en Europe. Donc logique. Il y en a quand même beaucoup qui ont essayé d'écouter d'autres canaux pour savoir pour qui on vote. Donc ceux qui ont voté pour, ou ceux qui ont été forcés plutôt de voter pour, c'était l'ancienne génération et ceux qui savaient que peut-être que ça peut tourner mal. Il n'y avait pas 80% de vote, absolument. Tous ceux qui ont voté contre, en fait, ils ont trouvé un système où il fallait plier le bulletin en forme. Enfin, tu plies ta feuille, tu ne plies pas juste comme ça, tu le plies en faisant un cordon. Et en fait, les accordons de partout, dans les urnes. Donc même, en fait, les urnes sont transparentes. Donc même pour calculer, tu voyais que tout le bulletin était quasi en accordon.
Et puis on te sort de la même côté, on te sort de, ben non, dans cette commission-là, dans ce point-là de vote, on est à, je sais pas moi, 85% pour. On a vu les urnes, c'est pas vrai. Donc, ouais, non, tout ce qu'on, réellement, ce qu'on entend et qu'on se dit, ben, c'est pas vrai, si c'est ce qu'on vous raconte, ce qui n'est pas vrai, c'était vrai. Et vice versa. En plus, c'était flagrant de... Ah ouais, non, c'était très très flagrant. Ok, tu vas les prendre. Ah, bon. Ça, on a déjà parlé. Pourquoi avez-vous quitté votre pays? C'était pas pour les raisons politiques, du coup on en a parlé. Et ma maman non plus, c'était pas pour des raisons politiques. Et à l'époque, on dit, on n'était pas concerné par ça. Donc les raisons politiques, ça passait à côté, quoi. Ok. Du coup, même si c'est pas pour ça, est-ce qu'en arrivant ici, vous avez fait face à des chocs culturels de la vie là-bas par rapport à la vie ici? Pas par rapport à tout ce qui concerne la politique non plus. Non, mais même la vie sur place, la manière de vivre. La manière de vivre, oui. La manière où tu viens, tu as 17 ans, tu viens dans tout à fait un autre pays, c'est un pays européen. Et surtout que nous, la Russie, tu as beaucoup d'avis sur le pays de. Enfin, l'Europe, c'est autre chose, quoi. C'est à 100% l'opposé, bien sûr. Non, la mentalité n'est pas du tout la même, les personnes ne sont pas du tout les mêmes, la résolution des problèmes n'est pas du tout la même, la langue n'est pas la même, tout n'est pas le même. Le système scolaire n'est pas le même. Je viens à 17 ans, je viens avec mon CESS. On me dit, mais en fait, à 17 ans, vous ne pouvez pas terminer l'école, c'est pas possible. Donc vous êtes obligé de faire la dernière année secondaire. Je dis, c'est pas possible. Non, parce que j'ai mon CESS. Non, à 17 ans, on ne termine pas l'école. Donc vous êtes dans l'obligation scolaire chez nous. Je dis, pas possible, comment? Et je connais pas, j'avais encore. La langue n'était pas du tout au niveau, donc j'étais là, non, elle dit, ok, on va trouver une solution, on va vous envoyer apprendre la langue. Et pendant une année, j'ai suivi les cours de français pour les langues francophones. Et puis j'ai pu commencer mon bac et mon master. Mais donc tu viens, c'est un nouveau pays. Ouais. C'est de nouveaux gens, c'est au niveau politique moins. Enfin quoique, quand j'ai ici, c'est pas vraiment quand je suis venue, mais quelques années après, quand j'ai commencé mon bac, on avait les cours de droit. Et là, j'apprends, on parle le cours de droit des partis politiques. Moi, j'ai déjà entendu parler là maintenant à la télévision belge. Je me dis, les partis politiques, on commence à citer, voilà, il y a SPH, écolo, MR et tout ça. Je suis là, en Biélorussie, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de parti politique. Donc, ça c'est intéressant. Donc là, j'ai commencé à vraiment voir que c'est différent. Il y a des partis politiques, il y a peut-être quelque chose qui se passe, il y a parfois des débats. J'ai participé, on était aussi dans le cadre des cours, on a été amené à participer à un débat politique. J'étais là, c'est sympa, ouais, c'est cool, c'est mignon. On n'a pas tous envie là aussi. Mais le choc culturel, bien sûr, c'est un autre monde. Mais en plus, j'ai vu qu'il existe justement des partis politiques là-bas, mais on n'en entend pas du tout parler. Du coup, vous Ça confirmez n'existe que vous les entendez ça pas. n'existe pas. Ils sont juste sur les papiers. Exact, voilà. Ils sont là d'une manière déjurée. Mais de facto, il n'y a rien. Rien du tout. Ouais, vous confirmez, du coup, c'est quand même étonnant. Même pas. Pour nous, c'est même pas étonnant, c'est le problème. Du coup, ils sont là, mais la population les Ils connaît sont pas pas. là. Ils sont là, mais ils sont pas là. Du tout, mais ils sont pas là. Non. Et du coup, votre avis à vous, votre avis personnel sur Loukachenko, comment c'est quoi? Avec votre avis. Sur lui ou sur la politique qu'il mène? Sur les deux. Sur les deux. Sur les deux. C'est deux choses différentes. Non, entre guillemets, un dictateur ne peut pas mener une politique, il peut être sympathique. Donc, ce qui est très logique. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce cher monsieur nous a fait un impôt pour les chômeurs. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Voilà, très mignon. Nous, ici, on vit en Belgique. Et en Biélorussie, on est considéré comme les gens qui ne travaillent pas. Donc, on doit prouver maintenant en Biélorussie qu'en Belgique, on fait quelque chose pour ne pas payer des impôts. Pour ne pas payer des impôts parce qu'on ne travaille pas pour y aller en Biélorussie. Ce qui est très sympathique. On n'utilise rien en Biélorussie, on est là. On est ici, on est là-bas. Donc, c'est à titre d'exemple. Oui. Donc, alors que n'oubliez pas que le chômage chez nous, ça n'existe pas. Le système social comme ici, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de CP, c'est pas vraiment de grande aide sociale. Un tout petit peu, mais c'est minime.
Aussi, à titre d'exemple, ma grand-mère, elle a une pension de 160 euros par mois. Les prix de l'alimentation est pareil, parfois un peu plus haut qu'ici. Et elle arrive à s'en sortir? Grâce à nous. Oui. Parce qu'on envoie de l'argent. Pourtant, c'est quelque chose qui prône dans ses campagnes, c'était justement la sécurité sociale, dans ce qu'on a lu en tout cas. Pas la sécurité sociale, mais plutôt dans le sens, j'ai ma pension encore, donc elle s'y tient à ces 160 euros. Voilà. Imaginons que là encore, on est dans la possibilité de lui envoyer 160 euros, parce qu'il y a le mob, pas par rapport à nous, pas par rapport à notre capacité financière, plutôt par rapport à la possibilité qu'elle là-bas retire de l'argent en fait. Parce qu'on les envoie, on a une carte qui est là, donc elle sait. Mais une fois, c'est quelque chose qui se passe, et les banques de là-bas vont arrêter d'accepter de l'argent envoyé de l'étranger, et elle ne sera pas retirée de l'argent, bien sûr qu'elle compte sur sa pension, même à ces 160 euros. En sachant très bien qu'elle a besoin de médicaments, c'est une personne âgée qui parfois ont un suivi médical, tous les mois elle est obligée de racheter des médicaments, et elle fait des piqûres pour les articulations qui coûtent ça crée 200 euros par semestre, donc par 6 mois, une fois par 6 mois, d'où il sort ces 100 euros. Donc là, on lui paye quoi. C'est très bien que tous les 6 mois, 100 euros, tu les as, La maman, ça c'est ma grand-mère, la maman de mon beau-père aussi, qui elle a vraiment elle a de gros problèmes de santé. Elle, tous les mois, pour ses médicaments, elle est entre 50, 70 ou 100 euros par mois de médicaments. Est-ce qu'il les achète avec sa pension? Ou soit, en fait, elle les achète avec sa pension, et du coup, tout ce qu'il reste pour vivre, elle s'en sort grâce à sa famille, grâce à ses enfants, grâce à sa belle-fille qui est là-bas, voilà. Mais du coup, s'il n'y a pas d'aide, c'est fini. Du coup, pour les personnes âgées, il n'y a pas vraiment d'option en dehors que la famille étrangère pour subvenir ou la famille proche qui ont un salaire. Il y a pas beaucoup. Ceux qui ont la famille à l'étranger, très sympathique. Ceux qui ont fait la famille proche qui leur aide, sympathique. Mais il y a beaucoup de pensionnés qui se trouvent vraiment à la limite vraiment de la pauvreté ou ceux de la pauvreté. Et pas que les pensionnés, pas mal de familles et tout. Après, heureusement qu'on a quand même, et ça, je dis vous, la nation qui a quelque chose dans le cerveau. Donc on a des gens, surtout les jeunes, qui essaient quand même soit de partir en Europe, soit de travailler de leur aussi, mais essayer quand même d'avoir plus de ressources et de revenus, d'aider heureusement leur famille et tout. Mais c'est vrai que les pensionnats souvent, ou les gens qui n'ont pas cette possibilité-là pour travailler par exemple pour des firmes étrangères ou pour faire quelque chose pour gagner un peu plus d'argent, sont souvent, très très souvent, dans des situations assez limites pour savoir subvenir à ses besoins, à leurs besoins. Et vous savez, du coup, elles, j'imagine, elles restent là-bas à cause de leur situation de santé, elles ne peuvent pas voyager. Elle a décidé de ne pas déménager. On l'a déjà proposé. Elle dit écoute, déjà pour recevoir des papiers en Belgique, ça va être impossible. Donc on a dit écoute, par sécurité, on va te laisser là-bas. Donc si c'est pas une solution idéale. Et elle ne serait pas considérée comme migrante politique, c'est plus simple, non? Mais non, parce que pour un migrant politique, il faut qu'elle soit réellement quelqu'un qui a été, qui avait des vrais problèmes avec l'État. Heureusement, nous, notre famille, on n'a jamais eu, voilà. On en subit les conséquences, on n'est pas content de ce qui se passe au niveau du pouvoir et tout ça. Mais on n'était pas quelqu'un qui était allé chasser. Heureusement, c'est parce qu'on n'a pas participé activement. C'est pour ça qu'on n'avait pas été chassé. Si on avait participé activement, bien sûr. Mais on restait très calme, passif. Voilà. C'est pour ça qu'il n'est pas chassé. Donc venir ici comme migrant politique à 74 ans, ce sera impossible. Et du coup, vous décriveriez comment est-ce que vous décriveriez la Biélorussie en quelques mots Pour moi, oui, vous le décrivez. Un seul mot, c'est une patrie. Pour moi, c'est le lieu où je suis née. Je ne regarde pas la politique pour décrire mon pays. Mon pays, c'est des gens que je connais. Voilà, mon pays, c'est ma nation. C'est mon pays, quoi. C'est mon pays de naissance. En Belgique, c'est mon deuxième pays. Mais là, c'est mon pays natal, c'est ma ville natale. Ma ville natale, c'est Grodno, donc c'est... En plus, Biélorussie, c'est un pays avec beaucoup de lacs, avec beaucoup de verdure, avec des beaux paysages, c'est la nature, c'est l'air frais,
C'est parfois les météos qui sont très sévères en hiver et très sévères en été. Non, c'est plutôt ça que je veux vous décrire, c'est pas du tout les mots méchants de la dictature européenne. Bien sûr, après, si on va parler et la vie là-bas, dictature. Voilà, tout compris. Mais du coup, vous avez quand même un attachement fort à ce pays, autre que malgré la situation qu'il est là-bas. Vous êtes, Oui, on ne Ok. peut pas arrêter cet attachement parce que, je vous dis, je suis née là-bas, je me sens biélorusse, je parle encore cette langue, même si, même un petit peu, ça, je trouve ça dommage parce qu'on parle tous russe, sauf qu'on a une très belle langue biélorusse. Pourquoi on n'y parle pas? C'est très très dommage. Je me parle de temps en temps, je parle avec ma grand-mère en biélorusse, juste pour tenir un peu encore dans le vocabulaire passif de cette langue, mais c'est magnifique, quoi. Et je pense qu'aucune situation, en tout cas j'espère pour moi, qu'aucune situation politique va m'empêcher d'avoir de l'amour pour ce pays. Le pays ne s'arrête pas à la politique. Le pays n'est pas du tout ce qui est la politique. Les Biélorusses, et ça heureusement, enfin, en tout cas ce que j'ai eu ici, ce que j'ai vu ici pour l'Europe, pour les Européennes, quand on entend parler des Biélorusses, on peut mécontent des Russes, mais quand on dit on n'est pas les Russes, les Biélorusses, ah, ça c'est une belle nation. Et ça je suis très contente, je suis très fière. Oui, moi je suis très fière d'être Biélorusse, pas une Russe. J'aime bien les Russes, mais je suis plus contente d'être Biélorusse quand même. Et quelles sont vos espérances du coup pour le futur de ce pays? Est-ce que vous nourrissez des... Si ça peut changer, que ça change. Mais j'ai 26 ans. Loukachenko est au pouvoir depuis 1994. Je suis née en 1995. Bon. Je connais autre chose? Non. Je souhaiterais connaître autre chose? Fortement oui. J'ai la possibilité pour les prochaines 3 ans? Pas encore. Est-ce qu'il y aura des élections encore? Si entre ces pendant ces 3 ans, il va nous sortir que d'une manière constitutionnelle, on va considérer que je suis un roi. Ce qu'il a fait, je pense récemment. Voilà, exactement. Que je ne peux pas bouger, que voilà, les élections, et qu'on va rester comme ça. Je ne verrai jamais alors un autre président. Ou il va soumettre ses fils. Dicter tout ce que c'est. C'est le pouvoir qui est concentré entre les mains d'une même personne ou de la petite élite là. Là, c'est entre les mains de la même personne avec sa famille. Avec ses fils là qu'il a mis aussi au pouvoir au bon endroit. Mais c'est lui qui danse et qui décide. Ah ben aujourd'hui je vais un peu être pour travailler avec les Russes. Demain je vais un peu être du côté européen. Voilà, il le fait pour l'argent. Le temps, ils prennent tout ça. Ressembler, il va essayer de chercher les moyens de sortie après si jamais quand même il bouge du pouvoir. Je ne sais pas s'il le fera. En tout cas, pas par sa propre volonté. Comment ça aura-t-il déclaré? Exactement. Et donc, oui, bien sûr que je veux que ça change. Bien sûr. Ouais, on veut me dire qui je vois le président, je ne sais pas. On s'en fout. Il faut juste que ça change. On n'a pas la tête, vraiment, on n'a pas la personne, entre guillemets, qui on veut mettre au pouvoir. Mais on a un souhait que le pouvoir change. Voilà. J'avais entendu, c'était Natacha, l'opposante de Loukachenko, qui a dû se réfugier en Lituanie. Oui, il y a il y a Marie qui était. En fait, il y a la femme de celui qui était à la base l'opposant politique. Couper 2 secondes. Oui, comme ça fait moins de bruit. On avait celui qui était normalement, c'était son mari qui devait être à l'opposition. Et puis du coup, c'est sa femme qui a pris sa place parce que du coup, son mari était chopé par qui était amené en prison quelques mois avant les élections. Je ne sais plus leur nom. En 2020, si vous m'avez demandé ça en 2020, je voulais sortir avec les preuves à l'appui, mais là, c'est vrai que je commence petit à petit. Ça s'oublie, c'est ça le problème, que ça s'oublie. Ça fait maintenant 1 an et demi que c'est passé, les gens essayent de continuer à se battre là-bas, mais comme ça ne prend plus autant d'ampleur que maintenant, bah oui, ouais, ça commence un peu à passer aux oubliettes, quoi. Ça n'a pas changé. Le problème, c'est que ça n'a rien changé. C'est resté comme ça au pouvoir. Oui, les gens étaient mécontents, mais c'est pas une révolution où on a tué l'empereur et on a mis le peuple au pouvoir. Non. Et malheureusement, comme ça n'a rien changé, du coup, on commence un peu à. Des gens se fatiguent. Ouais, on a passé au-delà.
On s'est dit, ok, on va essayer, on va pas arrêter de se battre, non, mais publiquement, pour l'instant, enfin, c'est resté à zéro, quoi. Là, on a arrêté cette vague politique, on va se dire, ok, on va attendre un peu, voir pour le suivi, pour le reste, quoi. Et aussi une question qui me vient en tête, c'est Oui. l'Europe, par exemple, elle prend des initiatives envers la Biélorussie contre son système autoritaire maintenant. Est-ce que vous pensez qu'elle fait assez ou elle devrait faire plus? Est-ce que vous avez un avis là-dessus ou pas? Le problème, c'est que on peut en faire autant, plus ou moins. Je ne sais pas si ça changerait réellement quelque chose. Parce que il arrive quand même, quand dictateur, il arrive quand même à gérer de son propre côté, parce que on lui essaie un peu de couper, entre guillemets, les tuyaux financiers qu'il a. Bon, en fait, il va couper les tuyaux financiers qu'il a donnés dans son peuple et reprendre plus pour lui. Donc lui, il est jamais dans un solde négatif. Jamais. Et lui, ce qu'il va faire, ben, il va prendre cet argent quelque part dans la nation, en faisant plus d'impôts, en faisant monter les prix, en faisant plus d'inflation. Donc lui, il n'est jamais perdant au niveau financier. Peu importe ce que fait l'Union européenne, peu importe. Je crois qu'il vaut mieux continuer au moins sur une grande période de temps que peut-être que si on fait ça entre guillemets de manière régulière et qu'on aussi essaye de faire ça de manière plus poussée, qu'au bout d'un certain moment ça va donner peut-être ce résultat, mais si c'est d'une courte durée, ça va pas. Voilà. Lui, personnellement, le problème c'est que ça va pas l'impacter, hein. Vu tout ce qu'il a déjà en trésorerie. Même si maintenant on le voit quelque part, il peut très bien vivre milliardaire, sinon même plus millionnaire, dans des pays, voilà, tant qu'on ne le tue pas. Mais pour le peuple, non. Pour des gens qui travaillent, par exemple, je pense qu'on va parler par exemple des entreprises qui ont un peu subi ces restrictions européennes ou ces restrictions, même ces restrictions de notre cher voisin, la Fédération de la Russie. C'est plutôt les gens qui travaillent pour ces entreprises-là qui sont embêtés parce qu'il y en a ceux qui peuvent perdre leur emploi. Nanana. Donc, le problème, c'est que c'est pas l'élite qui va en souffrir, mais le peuple. Et du coup, ça veut dire qu'ils se désengagent de ça et le fait que leur peuple souffre de ces restrictions-là, ça les intéresse pas plus que ça, on va dire. Vous avez l'impression que ça les... Est-ce que ça intéresse réellement quelqu'un? Est-ce que la politique s'intéresse au peuple? Voilà. La politique qui s'intéresse au peuple, est-ce que ça existe? J'en suis pas sûre. Non. Mais en fait, en réalité, ça existe nulle part. On va nous donner en média l'image que c'est non, la politique c'est pour le peuple. Non. Le peuple s'intéresse au peuple. Et c'est pour ça que c'est important quand même. C'est pour ça qu'en Biélorussie, les gens qui ont de l'aide de leurs familles proches et que les familles proches sont soudées, c'est ça qui permet aux gens de survivre. Que ce soit de manière financière, que ce soit de manière psychologique. Voilà. Mais si on se base, si on croit qu'au pouvoir, non. Il faut compter que sur ses propres pouvoirs. C'est pas la politique qui va vous aider. Ça, c'est sûr. C'est dommage. Ah oui. Et du coup, pour finir, je pensais, c'est quelque chose que vous aimeriez communiquer du coup à des élèves de 17-18 ans, un message que vous trouverez peut-être utile ou intéressant? Il y a un message très chouette. Ayez votre propre sens critique et un peu de recueil, un peu de recul de tout ce qu'on vous montre, de tout ce que vous voyez. Vous regardez la télé, regardez les médias, parlez-en avec vos parents si c'est quelque chose qui vous intéresse, parlez avec vos amis, avec qui vous partagez peut-être les mêmes opinions. Essayez de se renseigner un peu plus. Ne regardez jamais une situation d'un seul côté. Tout ce qu'on vous dit n'est pas forcément la vérité. La vérité, pour chacun, c'est sa propre vérité. Donc ayez un peu plus de recul. Regardez vraiment chaque situation, regardez de tous les côtés. Que ce soit les situations politiques, économiques, peu importe. Même dans votre vie privée, essayez de voir de plusieurs côtés. Et essayez vraiment de construire votre propre avis à des sujets surtout importants pour vous. Peut-être pas tous les sujets, c'est impossible à 10-18 ans d'avoir les avis sur tous les sujets. Mais s'il y a une possibilité pour vous et si c'est quelque chose qui vous intéresse, essayez d'avoir votre propre avis basé sur plusieurs sources de ce que vous pouvez voir, entendre, discuter. Essayez de s'intéresser à des choses.
n'ayez pas, on appelle ça en médecine, une vision de tunnel en fait. Donc ne voyez pas juste 3, ah ben vous avez vu, ok. Essayez d'avoir un peu la vision à 180, de préférence 360 degrés, quoi. Donc de se renseigner plus, de voir un peu plus, d'essayer de, voilà, d'essayer de parler aux gens, un peu d'élargir l'esprit, votre niveau culturel aussi, et votre vision des choses globalement. Voilà. Ça, c'est un bon message. Ok. Merci beaucoup. Oui, Je pense qu'on a fait le tour. Oui.